خواتي وخواتاتي مساء عليكم, bonsoir tout le monde, Zulfullah wa ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair, wa salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous, en dépit des difficultés de cette nouvelle année. Franchement, une année de galère et de misère qui s'annonce, 2023 s'annonce aussi compliqué, complexe et rude et difficile que 2022. Je le dis à chaque fois parce que je préfère le vieux adage prévenir vaut mieux que guérir. Faites très attention. Yanas, mes chers amis, naturellement, hier nous étions très contents pour la libération de notre ami Rachid Nekez. Nous avons applaudi cette décision, nous avons même salué cette décision prise par Abdelmadjid Tebboune concernant une grâce présidentielle. Mais nous ne sommes pas naïfs, comme la naïveté est un défaut très dangereux en ce moment lorsqu'on parle de l'Algérie, lorsqu'on est algérienne ou algérien, lorsqu'on travaille sur l'Algérie. Le syndrome Nekez, je vais vous expliquer dans cette émission que le nouveau mode d'emploi du régime algérien avec les opposants et les voix contestataires et les personnes qui les dérangent, qui le dérangent. Ça s'appelle le syndrome Nekez. C'est une nouvelle méthode qui a été mise en place par les autorités algériennes, par le pouvoir algérien actuel. C'est quoi le syndrome Nekez? On t'emprisonne, on te brise, on te torture, on te violente. Quand j'ai torturé, ça ne veut pas dire qu'il a été avec le chalumeau, qui dans les années 90, le chiffon, ou là. Non. Torturé, c'est-à-dire quand quelqu'un comme Rachid Nekez a été placé dans des conditions de détention barbares, privé de lit, privé d'assistance médicale, privé de soins, privé de nourriture de qualité, de nourriture digne de ce nom, de repas complet ou consistant, privé d'une cellule propre, privé de droit de visite de sa famille, privé de droit de visite de ses avocats. C'est une forme de torture. C'est une forme de torture. C'est une forme de violence. Soyons honnêtes, le Ken Rachid Nekez m'a dit l'annonce du 3 janvier, ou m'a dit une lettre le 10 décembre 2022 à Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il demande la grâce présidentielle, et dans laquelle il annonce le 3 janvier 2023 son retrait définitif de la vie politique, et dans laquelle il s'engage à ne plus poursuivre son combat politique, et dans lequel il a promis aux autorités algériennes de se consacrer uniquement à sa santé et à sa famille qu'il avait négligée. Est-ce qu'il sera libéré pour l'autant? Est-ce que M. Abdelmadjid Tebboune ou les autres dirigeants algériens auraient fait preuve d'humanisme à son égard? Est-ce qu'ils auraient fait preuve de compréhension à son égard? Est-ce qu'ils auraient fait preuve de magnanimité et de noblesse ou d'empathie? Pas du tout. Il a failli crever, Rachid Nekez. Il a failli mourir. Qu'est-ce qui reste de Nekez aujourd'hui? L'homme flamboyant, l'homme dynamique, l'homme ambitieux, joyeux, qui parcourait, sillonnait l'Algérie, qui ne s'arrêtait pas, qui était fulgurant, qui faisait bouger les lignes, qui suscitait les polémiques, qui s'en prenait aux symboles les plus forts du régime, qui essayait de proposer des solutions et de rechercher des solutions. Qu'est-ce qui reste? Un monsieur, un mot de Msken, il est encore dans la cinquantaine. Rachid Nekez a de 52 ans. Que tu vois son état de santé, on dirait que c'est un vieux de 70 ans. Il est devenu un grabataire. Kyste dans le foie, problème de prostate, une oreille pratiquement totalement sourde ne fonctionne plus. Il est sourd à 50% de l'autre oreille, des difficultés respiratoires, des problèmes organiques au niveau de plusieurs parties de son corps, dépressif, démoralisé, privé de famille. Il mangeait à peine, il se nourrissait à peine. Enfin, quand je dis se nourrissait à peine correctement, ce qu'on lui faisait manger dans les prisons, Jacob, c'est de la merde. Je suis un ex-prisonnier, j'ai fait le harrach, il était à le harrach les derniers temps. Quand on ne te ramène pas la nourriture de l'extérieur, la nourriture de la prison en Algérie, franchement, il vaut mieux préférer une grève de la faim. On te donne juste pour ne pas crever de faim. Ça ne suffit même pas pour rester en bonne santé. Et toutes mes pensées d'ailleurs aux prisonniers et aux prisonnières qui évoluent en Algérie dans des conditions hostiles, notamment ces détenus politiques. Je ne parle pas des détenus de droit commun. On peut peut-être tolérer une certaine impitié face à eux ou à leur rencontre, mais les détenus politiques, les détenus de délits mineurs souffrent le martyre dans les prisons algériennes à cause de très mauvaises conditions de détention. Donc, Rachid Nekez,
n'a pas été libéré par humanisme. Il a été libéré par calcul politicien et politique. On l'a forcé à se résigner, à abandonner la politique, à se retirer de la vie politique, à lever le drapeau blanc. Et après l'avoir forcé à faire cela, on l'a accepté de le libérer, de le remettre en liberté, de le remettre en liberté. Parce qu'il est encore pratiquement en liberté provisoire. Est-ce qu'il pourra quitter le pays pour aller retrouver sa famille à l'étranger? Vous allez voir, ce sera impossible avant 2024. Vous allez voir. Lucas, il fait un commentaire. Ou il y a un live. Ou là, il veut reprendre une activité politique, ils vont le remettre au trou à la vitesse grand V. Je dis bien à la vitesse grand V. C'est pour ça que je profite de cette occasion. Si Rachid nous voit, et si ses amis, ses compagnons nous voient, n'ose pas, ne sois pas audacieux, ne prends aucun risque. Sois cohérent avec l'engagement que tu leur as donné. Adopte la même attitude que tu leur as promis avant de sortir de prison. Pas de commentaires, pas de politique, pas de polémique, pas d'intervention, pas d'ingérence. Ce que le régime algérien veut, c'est de neutraliser toute personne qui le dérange. Une fois la personne est neutralisée, elle abandonne, il lui faut la paix. Et voilà ce que le régime algérien propose aux autres opposants. Nous, on est عايشين في l'étranger, قالوها لنا. أنا قلتها لكم, درت لكم une émission bien avant, début de ce mois de janvier. قالوها لي, tu veux revoir tes enfants, تبلع فمك. Tu as abandonné l'Algérie, part. Ne critique pas M. Tebboune. Tu critiques pas M. Chengreh. Tu ne parles plus de personne, plus d'aucun responsable. Tu courbes les chines, tu t'agenouilles, on t'oublie. On te laisse revoir tes enfants et tes parents et on tourne la page à condition que tu disparais des radars. Il demande même pas, en fait, ce qu'il demande, il demande la soumission totale. Il demande il veut neutraliser, il veut pas négocier ou faire des pourparlers ou trouver un arrangement ou un compromis. Il veut neutraliser. Et ce qui s'est passé avec Rachid Mekez, c'est un cas d'école. Ils veulent le reproduire avec tous les autres opposants. Quand j'abandonne la politique, je sors de prison, je m'occupe que de ma famille, et je vivrai paisiblement ma retraite, c'est un kamikaze, ils lui font pas beaucoup confiance, il est plus solide, il est dans son état de santé plus solide, il est dans un meilleur état de santé que Rachid Mekez, donc ils n'ont pas pu encore, ils n'ont pas pu encore avoir sa peau. Ils n'ont pas pu le neutraliser comme ils veulent. Et vous allez voir, il leur fait le même engagement, ils avant 2024, parce qu'ils ont peur qu'il fasse le trouble fait, qu'il va troubler leur agenda pour les élections présidentielles 2024. Toutes les autres personnalités, tous les autres détenus politiques, اللي يهدر يكسروه ما تهدرش يخطيو راسك. Tu leur fous la paix, ils te foutent la paix. Ce qu'ils veulent, c'est un pays aquarium. Je te dis aquarium. L'aquarium, tout est figé. Mais ils veulent transformer l'Algérie en un aquarium où tout est figé. Il n'y a qu'un seul poisson, le roi, le président, sa cour, le chef d'état-major, et tous les autres petits poissons n'ont pas le droit d'être dans l'aquarium. Personne ne doit les déranger, ni les inquiéter, ni les questionner, ni les remettre en cause, ni leur demander de partager le gâteau du pouvoir, ni de leur demander de cesser de confondre entre la fonction et le privilège. C'est tout. Ils veulent jouir du pouvoir sans que personne ne les dérange. Ce qu'ils veulent, c'est une dictature absolue. C'est leur modèle. L'Égypte de Sisi, comme l'Égypte, حبوا يديروا une dictature semi-militaire où le président on chante des louanges toute la journée. Il est le plus beau, il est le plus sexy, il est le meilleur, il est le meilleur des hommes. C'est presque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète. L'armée c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est la plus belle. C'est une institution sacrée. Il n'y a que des constances sacrées. Il n'y a pas de droit à la critique. Pas de droit à la liberté d'expression. Pas de droit à l'opposition saine. Parce que finalement, ce que le régime algérien ne comprend pas, c'est que Rachid Mekez, Abdou Sammar, les autres activistes, Qadi Ihsan, les médias libres, la liberté d'expression, c'est une soupape de sécurité.
C'est ce qui permet à une société de respirer et de ne pas exploser. Les sociétés, comment elles respirent? Grâce aux contre-pouvoirs, grâce aux espaces de liberté d'expression, grâce aux espaces politiques, grâce aux partis politiques, aux associations, aux médias, dans lesquels les citoyens peuvent s'exprimer leurs frustrations, leurs déceptions, leurs attentes, leurs revendications. Nous sommes un trait d'union entre le pouvoir et le peuple. C'est ça notre rôle, nous, en tant que médias, en tant que journalistes, en tant qu'élite intellectuelle, que ce soit politique ou la médiatique. Les élites médiatiques et politiques, ce sont des passerelles. Leur fonction d'abord est de servir de passerelle entre une population et les institutions de l'État, ou les représentants du pouvoir, ou les commanditaires du pouvoir. Ça dépend dans quel pays on se trouve, une démocratie ou une dictature. Même dans les pires dictatures, il faut une soupape de sécurité. Les pays où il n'y a pas de soupape de sécurité, comme l'Égypte, comme la Corée du Nord, comme la Chine, comme la Birmanie, c'est des pays qui finissent toujours par avoir des problèmes, par exploser. Sauf en Chine, il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté de presse, pas d'association, pas de mouvement politique contre les restrictions sanitaires et contre le Covid, contre ce qu'on appelle les lois du confinement sanitaire très strictes pratiquées par la Chine. Il y a eu des manifestations monstrueuses. Les Chinois ont fini par exploser. Presque des émeutes. Les dirigeants chinois n'ont rien compris. J'ai vu le peuple qui était domestiqué et obéissant et soumis et terrifié par nos appareils de répression du jour au lendemain. Des grèves, ils ont bloqué des routes. Un être humain. L'autoritarisme ne fonctionne pas. L'autoritarisme absolu, oui, des doses d'autoritarisme peuvent fonctionner. Il y a des pays autoritaires comme la Turquie, comme la Thaïlande, comme les Philippines, comme certains pays de l'Amérique latine. Même dans les démocraties, il y a des doses, il y a des formes d'autoritarisme. Mais l'autoritarisme a ses limites. L'autoritarisme ne peut pas être absolu. Quand il devient absolu, il devient dangereux. Parce que là, il crée des frustrations, ou il crée de la haine, quand un pouvoir écrase tellement son peuple, le peuple refoule tout en lui-même et un jour il explose. Et quand il explose, ça fait comme des crises politiques en Birmanie qui finissent en rébellion, ça fait comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Irak, etc., etc. Il y en a, je vous les pays, il y en a, je vous les exemples. Même là, dans la Russie de Vladimir Poutine, regardez, il n'y a pas de... L'autoritarisme de Poutine est en train de fléchir et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se mobiliser bien comme il faut à gagner la guerre en Ukraine alors que les Ukrainiens veulent bâtir une démocratie. Les Ukrainiens sont motivés parce qu'ils peuvent parler, parce qu'ils veulent bâtir un pays libre. Ils luttent contre un occupant qui est autoritaire. Ou je vois comment les Ukrainiens ont repris une bonne partie de leur territoire et ils ont repoussé la grande armée russe. Ils sont en train de résister à la deuxième plus grande armée du monde parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils se battent pour la liberté. C'est la liberté qui fait vivre. Ce n'est pas la soumission. C'est la liberté qui fait avancer. C'est la liberté qui est à l'origine du progrès économique, scientifique, culturel. C'est la liberté qui garantit la dignité de l'être humain. Quand un peuple n'est pas libre, c'est un peuple qui est voué au sous-développement. Même la Chine aujourd'hui, son modèle, elle est en crise. Et elle a du mal à récupérer Taïwan et à dépasser les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une démocratie. Et vous allez voir que la superpuissance chinoise ne va pas durer longtemps. Tant que la Chine ne va pas se démocratiser. Et si les États-Unis d'Amérique ont dominé le monde pendant 2 siècles, c'est parce que d'abord le peuple respire, c'est parce qu'il y a des libertés publiques et individuelles, qu'il y a un rêve américain que les gens peuvent s'exprimer, qu'il y a des contre-pouvoirs, que c'est une démocratie. La démocratie, ce n'est pas un luxe que l'on peut aller ne pas se permettre. La démocratie, quelquefois, bien sûr, comme l'autoritarisme, la démocratie ne peut pas être absolue. Bien sûr, il y a des pays qui peuvent... L'Algérie ne peut pas ressembler aux États-Unis, ne peut pas ressembler à la Suisse ni à la Suède. C'est sûr. Mais elle ne peut pas ressembler à la Corée du Nord. Elle ne peut pas ressembler à l'Égypte de Sisi. Elle ne peut pas ressembler à la Chine, à la Birmanie. Non, les Algériens sont assoiffés de liberté. Ce que de bon doit comprendre, qu'il ne pourra pas passer avec un deuxième mandat, en tout cas rien qu'avec la répression le sécuritaire. Qu'il pourra passer encore mieux s'il libéralise le pays. Si là, il vaut mieux avoir des opposants sincères en face de soi que des amis hypocrites qui vont te tourner le dos et qui vont te trahir et qui peuvent te renverser. Bouteflika, il a été renversé par qui?
par ses amis, par le clan de Gaï Salah. Son propre ami, c'est Gaï Salah qui a enlevé les Bouteflika. C'est pas le Hirak, on le sait tous. Oh, il vaut mieux avoir des opposants structurés, encadrés, qui ont une marge de manœuvre pour travailler et militer dans leur propre pays, au lieu d'avoir zéro opposition, un pays étouffé, une prison à ciel ouvert, que lorsqu'il y a des crises et des menaces externes, il n'y a pas de solidarité collective, il n'y a pas d'unité nationale, et ça peut profiter aux ingérences étrangères, ça peut profiter aux pressions internationales, et ça fragilise les institutions de l'État. Même dans les monarchies les plus absolues, quand un roi est entouré uniquement de clowns et de serviteurs zélés, ou là de blagueurs et de zélateurs, le roi ne peut jamais bien gouverner, ne pourra jamais prendre des bonnes décisions. Je venais à l'Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman m'a l'affaire Khashoggi en 2017. En 2018, pardonnez-moi. Les rois et les reines et les empereurs et les présidents et les dirigeants tout court, qui sont aveuglés par leur certitude, qui sont entourés que par des zélateurs, que par des partisans qui veulent les sacraliser ou qui veulent les adorer, au lieu de les aider par de la critique, par du bon sens, par de l'intelligence. Ces dirigeants finissent toujours mal. Donc le syndrome Nekez ne fonctionnera pas avec tout le monde. Et éliminer Rachid Nekez, c'est beaucoup plus une perte pour l'Algérie qu'un acquis. C'est beaucoup plus une perte pour l'Algérie qu'un acquis. Parce que Rachid Nekez a créé une dynamique, il a apporté des idées, il a proposé des solutions, il a apporté de l'espoir, il a fait découvrir une autre façade de l'Algérie, il a permis à l'Algérie à sa manière d'avancer dans certains secteurs, il a permis l'éclatement du Hirak sans lequel Abdelmajid Tebboune ne serait pas aujourd'hui président. Donc il n'y avait pas le Hirak, quand Tebboune راهو في الحبس مع وليدو سعيد بوتفليقه كان راح يدخلو. Ça Tebboune devrait s'en rappeler. Ce sont grâce à des gens comme Nekez qu'il est en ce moment au pouvoir. Et qu'il ne pourra pas rester au pouvoir s'il n'a pas en face de lui une opposition structurée, organisée, patriote. Parce qu'à la fin, même si on n'est pas d'accord tous les deux sur la manière de diriger le pays, nous sommes au moins d'accord sur la nécessité de le préserver, de le développer et de le protéger. Nourrissons d'abord nous, alors concentrons-nous sur nos accords, au lieu de privilégier à chaque fois nos désaccords.